Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier, beaucoup de commentaires, beaucoup d'abonnements. Hier également, donc merci à tous ceux qui nous rejoignent et qui rejoignent la communauté des rois, n'hésitez pas à vous abonner, on fait des vidéos quotidiennes sur les mouvements de capitaux et notamment la psychologie des marchés qui, pour moi, est le plus important et on va d'ailleurs en parler dans cette vidéo. Une erreur fatale, et ça se passe du côté de Ledger. La phrase que je ne voulais surtout pas entendre, eh ben je l'ai entendue. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description, à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. Elle est gratuite, je l'utilise depuis plusieurs années sur les marchés traditionnels ou les cryptoactifs et m'offre d'excellents résultats. Ça parle investissement, mais on va aussi parler trading aujourd'hui dans la vidéo. Pourquoi? Parce qu'on a eu un premier breakout de cette magnifique trendline que nous avions exportée. Vous avez une parfaite neutralité ici si on vient à réintégrer, acceptation, donc confirmation de réintégration, validation, confirmation et accélération pour potentiellement aller chercher les 32 000 $, aller chercher tous les stops complètement évidents sur cette première trendline, et puis si plus si affinité. Or, là c'est plutôt le côté boule de la force, mais le côté bear de la force, il nous dit quoi? Il nous dit qu'on a été stoppé. En tout cas, personnellement, j'ai été stoppé. Je vous le montre juste ici, je vais essayer de le retrouver, voilà. On va passer en 4 heures, et on va refaire exactement la même mécanique, si vous voulez, par rapport à une rationalisation et une prise de trade. J'avais pris un petit trade ici. Pourquoi? On était arrivé sur le bas de canal, tout simplement. Une poche de liquidité complètement logique, en bas de ce range, avec une confirmation ici, une réintégration, au-dessus d'une divergence haussière cachée en H4, voire daily, confirmé, puis l'acceptation, et je jouais l'accélération. Et franchement, à un cheveu, je ne l'ai pas eu, cette accélération, hein, vraiment 1%, et ben j'ai pas eu mon TP, et pour remettre mon stop ici, sur ma prise d'entrée perdue. J'étais stoppé ici, dans la soirée, là. C'était juste en dessous des 26 100 $, me semble-t-il. Et j'aurais de toute manière pu mettre juste en dessous des 26 000 $, parce que j'aime pas, en fait, être au-dessus des gros prix psychologiques. Bon, je me serais de toute manière fait éclater, puisque c'est allé allègrement en dessous des 26 000 $. C'est pas grave. Maintenant, je suis donc sorti de ce trade. Ce trade doit, en moi, me fournir aucun sentiment. Aucune émotion. Je ne ressens strictement rien. Et j'aimerais qu'on refasse un petit tour sur ce côté psychologique-là. Comment on prend un trade et comment on le rationalise? En fait, c'est relativement facile. Si ça fait quelques mois que vous êtes sur les marchés financiers, notamment cryptoactifs, que vous êtes initié au trading, pourquoi pas amateur, hein, c'est quelque chose de tout à fait conventionnel. En fait, on va rechercher les conditions. Mes conditions, vous les connaissez, je vais vous les rappeler ici. Je veux une divergence potentielle. Ici, vers une confirmation de divergence. J'en ai actuellement, oui, en H4, même en daily. Ici, une magnifique divergence potentielle haussière cachée qui se trouve juste là, avec une toute petite structure qui est en train de se positionner en 4 heures. C'est plutôt intéressant à observer. Je la confirmerai donc juste au-dessus des 26 500 $, à peu près, prix rond, hein, 26 500 $. Vous avez exactement la même en daily, mais si je passe en daily, elle est beaucoup plus haute. Il faudrait ravaler toute la bougie précédente, ici sur les 27 300 $. Donc je prendrai plutôt 4 heures. Je pense que c'est le bon time frame pour, en tout cas, essayer de faire de l'intraday. Intéressant à observer. Après, vous pouvez le faire en 1 heure, en 15 minutes, en 5 minutes, en 1 minute, mais je reste, moi, sur 4 heures, daily et semaine. Pourquoi? Parce que par rapport à toute mon initiation et ma mécanique, si vous voulez, de trading, ça a été les time frames que j'ai le plus performé, tout simplement. Donc, c'est propre à chacun. Peut-être que vous êtes meilleur en 15 minutes, et ben, il faut continuer en 15 minutes, bien évidemment. Je cherche également une localisation. J'ai ma divergence potentielle, j'attendrai sa confirmation, j'attends aussi une localisation. Actuellement bas de range, premier arrêt de tout le précédent mouvement, ici, entre le petit bottom provisoire jusqu'au top. Je suis exactement sur mon premier arrêt qui se trouve actuellement sur les 26 500 $. Donc je pourrais prendre ce trade ici, si ça venait à m'être offert. Retour des volumes, c'est ce que j'attends également. J'attends un retour des volumes, et c'est super puisque vous avez un retour des volumes. Ici vous le voyez sur Coinbase, vous le voyez sur Binance, vous le voyez sur Bybit notamment. Donc ce sont des volumes vendeurs. Oh oui, c'est pas vraiment ce qu'on attendait. On attendait plutôt des volumes acheteurs, nous personnellement, mais ça reste des retours de volume. Un retour de volume signifie qu'une seule chose, un regain d'intérêt sur une zone donnée. Un retour des volumes, c'est un regain d'intérêt. C'est clairement ce qu'on souhaite observer. C'est super important. C'est-à-dire qu'il y a l'intérêt sur ce niveau de prix, tout simplement. Que ce soit à la vente ou que ce soit à l'achat. Mais c'est ça qu'on veut voir. On veut voir un retour des volumes croissants. Et c'est juste formidable de l'observer, que depuis ce petit range et
et ces tentatives, si vous voulez, d'accélération baissière, hein, cette dépréciation, eh ben on a un magnifique retour des volumes qui sont croissants. C'est exactement ce qu'on attend pour éventuellement essayer de rationaliser, encore une fois, un trade. Et une quatrième chose qu'on peut attendre, si vous voulez, c'est une structure. Ça peut être une pattern, par exemple, un red flag, un triangle, ce que vous voulez. Bah, moi, j'utilise, et j'aime bien utiliser ça dans mon trading, ce sont des avalements ou des ravalements haussiers, ou baissiers. Si je suis plutôt bien, mais actuellement, bah, je suis plutôt boule, et vous savez pourquoi, puisque je suis toujours la tendance de fond. Et la tendance de fond sur ma time frame phare, qui est en weekly, est toujours haussière jusqu'aux 20 500 $. Vous allez me dire, mais c'était gentil. Oui, mais ça veut dire que mon curseur est côté long ici, il n'est pas côté short. Il est repassé côté long, et ça fait pas si longtemps que ça qu'il est passé long, puisqu'il était plutôt dans le short depuis très longtemps, finalement, ce curseur-là. Je ne vais pas dire que des longs n'étaient pas prenables. Ça veut dire que bah, vous n'avez malheureusement pas la tendance avec vous, et la tendance restant votre ami, vous maximisez, même si c'est un tout petit pourcentage, et bah, des possibilités de réussite. Ça, c'est super important. La structure même d'un ravalement haussier signifie pour moi quelque chose de très important. C'est l'objectif de piéger un maximum de boules ou de bears. Ici, mon objectif, c'est de piéger des bears. Vous le voyez ici précédemment. Pourquoi il était en fait parfaitement rationnel, ou en tout cas prenable, finalement, ce trade, c'est que lorsque vous avez des ravalements haussiers, ici avec donc la fameuse confirmation d'une divergence haussière cachée en 4 heures, etc., par rapport à nos conditions, par rapport à des extensions de Fibonacci, si vous les prenez, un 618, 218, etc., il n'y a pas de problème avec ça, et ben en fait, on a piégé beaucoup de bears ici. Les bears, hein, quand ils sont piégés, ben, l'objectif, c'est d'aller les liquider. Et on les liquide généralement où? Ben, on les liquide plus haut. Bon, j'ai pas réussi à atteindre mon TP. Trop gourmand? Pas forcément. Un premier arrêt du précédent mouvement, c'est complètement plausible, il n'y a pas de problème avec ça. À un moment donné, on a des objectifs de prise de trade et on a des objectifs de prise de profit également. Je ne l'ai pas eu ici, c'est pas grave, prochain train, il n'y a pas de problème. J'avais donc attendu toutes mes confirmations. Confirmation, acceptation, on revient chercher mon petit point d'entrée et on repousse et j'ai pris l'accélération qui m'a malheureusement pas donné satisfaction. Je ferai donc exactement la même chose ici. J'attendrai donc une confirmation, une acceptation pour piéger des bears, une confirmation de ma divergence haussière cachée en 4 heures pour aller chercher un premier TP sur un déséquilibre de marché. Tout simplement, au retour au de range. TP1, TP2, sur le premier arrêt, TP3, objectif, prise de liquidité de tout le précédent mouvement ici sur les précédents high. Voilà, simple, net et efficace. Maintenant, et il faut en parler, j'ai perdu ce trade. Donc, j'ai utilisé ce qu'on appelle un stop loss. Un stop loss, ça sert à quoi? Dans la mécanique, si vous voulez, mathématique du trading, bah, ça sert à définir une perte ou un profit. Eh oui, c'est ça. On peut avoir une perte si on prend le stop loss, mais on peut aussi prendre un stop profit. Pourquoi? Parce que si j'avais eu mon premier TP, j'aurais très bien pu décider de reprendre mon stop à break-even, ce qui m'aurait donné en fait ce qu'on appelle un stop profit. Ok? Ça permet aussi de définir un risk management. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement connu. Je suis prêt à perdre temps pour gagner temps. Si je suis prêt à perdre 1 pour un gain de 1, alors, si je réussis plus de 50% de mes trades, je suis rentable. Hors frais, mais rentable. Si j'utilise des ratios de 1 pour 4, par exemple, ou 1 pour 5, si je réussis 15 ou 20% de mes trades, hors frais, je suis rentable. Donc je perds 7 fois sur 10, mais je suis rentable. C'est incroyable. Un trader rentable n'a pas plus de trades réussis que de trades invalidés. C'est faux. C'est toujours par rapport au risque management. Une troisième chose aussi, qui permet de définir un stop loss, en tout cas qui permet de rationaliser un stop loss, c'est quoi? C'est qu'il soit calculé, qu'il soit anticipé et qu'il soit surtout rationalisé. Et j'avais également toutes ces conditions-là techniques. La technique, c'est bien beau. La technique, elle est plutôt simple, finalement, en fait, à appréhender, à apprendre, à contrôler. Ce qui est très difficile, c'est la partie psychologique de cette rationalisation. Qu'est-ce que c'est cette partie psychologique? À quoi sert réellement un stop loss? À quel moment on sait qu'un stop loss est bien calibré? Un stop loss est bien délimité. C'est lorsque D'ailleurs, c'est même pas ce que je me perçois. Ça doit être un fait. Ça doit être inné, en fait, par rapport à cette prise de risque, si vous voulez. C'est la définition d'un montant maximum à perdre, où je suis émotionnellement prêt à perdre, et qu'il me donne aucune émotion. C'est ça, un stop loss. Un stop loss bien calibré, c'est un stop loss qui, lorsqu'il est pris, ne me donne aucune émotion. Si ça vous donne une émotion, les plus communes, c'est une émotion de tristesse. C'est une émotion de frustration.
parfois une émotion de culpabilité. Ça veut tout simplement dire que votre trade a été mal calibré. Voilà, donc j'ai aucune émotion sur ce trade. Pourquoi? Et aucun stress. Pourquoi? Parce que j'ai mis 0,3% de mon capital trading. Honnêtement, je peux en faire un paquet des trades, si vous voulez, que je peux perdre. Avec des ratios ici de 1 pour 6, ce qui me donnerait en fait mécaniquement un trade de 1 pour 4 si je prenais mes TP partiels. Aucune émotion. Voilà. Un stop loss, ça doit être avant tout, toute la partie mécanique, technique, etc., si vous voulez, ou mathématique, ça doit être avant tout l'acceptation du montant maximum que je suis émotionnellement prêt à perdre. C'est ça, un stop loss. Bien calibré. Si malheureusement, ce n'est pas le cas pour vous, c'est qu'il est mal proportionné. Il est donc disproportionné. C'est super important de bien le comprendre comme ça. J'espère que je vais vous aider là-dessus. Donc prochain train dans, je ne sais pas trop combien de temps, peut-être qu'on me le donnera tout simplement pas, peut-être qu'on va encore m'exploser la tronche par terre, mais c'est pas grave, je joue puisque je joue encore une fois la tendance et je suis bien que confiant, je suis pas certain. C'est bien évidemment le trading. Côté order flow, on voit des petites choses très intéressantes. Parce qu'on est plutôt boule, finalement, sur ce bad range. C'est pas ce qu'on veut, en fait, observer. On aimerait plutôt voir de la peur. Or, au niveau du sentiment de scalpex, on est plutôt dans la neutralité, voire presque dans l'optimisme. C'est pas exactement ce qu'on veut voir. On a des gros pics de liquidation ici, plus de 5 millions de dollars encore dans la nuit de hier à aujourd'hui. On a, en fait, une petite descente, hein, une rayure au niveau des open interest. Et finalement, c'est tout de suite ravalé. Ça repart to the moon avec une augmentation au niveau des fundings, avec des top traders qui sont plutôt côté short ici, et puis des comptes plutôt publics, en grande majorité, notamment sur Binance, qui sont plutôt en train d'acheter ce dip. On a ration long short plutôt en faveur des shorters ici. C'est pas exactement ce qu'on essaye d'observer, si vous voulez. C'est pas exactement ce qu'on veut voir. Donc, est-ce qu'on aura en fait cette fameuse languette, hein, ce fameux arrachage, hein, c'est vraiment un truc comme ceci, vous voyez, vraiment une méga mèche. Et puis après, derrière, on peut repartir plutôt proprement. C'est parce que je n'aime pas le subir ici. Dans le trading, dans l'investissement, ça me dérange pas. Dans le trading, je ne supporte pas de le subir. C'est pour ça que j'ai des stops relativement serrés sur des petites time frames, notamment en 4 heures. Je fais pas des trucs de 15% quand je suis en 4 heures. Ça n'existe pas. Je peux avoir des trucs de 30%, 50% si je suis en weekly, il y a pas de pouvoir en mensuel. Il n'y a pas de problème avec ça. D'ailleurs, mon risque est souvent de 100%, sur pas mal de mes crypto-actifs préférés. Et là, je vous renvoie sur la stratégie des 4 euros. Mais sur le trading, moi, ça ne me dérange pas d'avoir du 2%, du 3% avec des leviers x20. Hein, je le fais parce qu'on est un petit peu dans l'exercice. Et l'objectif, c'est que cette succession de trades nous donne un rendement final. C'est ça l'objectif. Et c'est la multiplication de ces rendements qui doivent en fait, à la fin, vous donner un réel bénéfice. Et je vous le dis, je vous le redis, mais je vous le dis très souvent dans les vidéos de Bitcoin, j'ai arrêté de le faire il y a quelques temps maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai juste compris, c'est un fait, je l'ai observé, c'est pas quelque chose que je crois, mais c'est quelque chose que j'ai vu, c'est que si je n'avais strictement rien fait sur ce marché, j'aurais été plus rentable en faisant juste une position ou petite stratégie des 4 rois, à m'éloigner des écrans, plutôt que d'être derrière les écrans pendant 4 heures, dans l'espoir de pouvoir éventuellement avoir mes confirmations d'un trade, et j'étais moins rentable sur la durée. Ah oui, c'est difficile d'être rentable sur du trading, entre guillemets, que vous utilisiez de très gros montants, des plus petits montants ou des montants beaucoup plus modestes, bien évidemment. Donc je le fais parce que je sais que vous êtes nombreux à le faire, mais voilà, je pense que c'est aussi ma responsabilité de vous partager mon expérience, mais plutôt d'un point de vue psychologique, émotionnel, qui pour moi, je pense, est 70% du travail. Voilà, on a fait un petit peu tout le tour hein, par rapport à l'order flow, tout ça. C'est pas exactement ce que je voulais observer, mais malheureusement on le constate. Et peut-être qu'on peut avoir une forme d'accélération baissière. On peut bien évidemment l'avoir, ce qui logiquement, et je l'espère, ne me donnera pas cette fameuse confirmation, acceptation. Et malheureusement, la descente, j'espère ne pas l'avoir. Sinon, je prendrai encore une fois un stop, tout simplement. On le verra relativement fort si dans cette montée-là, on est plutôt en train de short ou on est plutôt en train de long. Donc ce sera à ce moment-là une décision qui sera prise par rapport à l'order flow, bien évidemment, et qui sera toujours en corrélation par rapport à ce que font notamment les mouvements de capitaux. Mais on a tout ce qu'on veut finalement pour essayer de reprendre un trade là-dessus. Je ne dis pas qu'il faut le prendre, je dis juste que ça peut être rationnel de le prendre. C'est tout, hein. Et bien sûr, on ne se surexpose pas. Et tout quanti. On passe sur des news qui sont extrêmement intéressantes. La première, c'est celle-ci.
Bon, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait depuis le mois de février qu'on en parle. Donc, elle est sortie, cette petite news. Elle est même sortie sur la TV chinoise. Donc, la télé centrale chinoise. C'est quand même pas rien, c'est le gouvernement qui gère. Le réseau de télévision chinois, vient de diffuser la nouvelle selon laquelle Hong Kong autorise les investisseurs particuliers à acheter du Bitcoin. La Chine l'autorise tranquillement à nouveau. CZ l'a tweeté. Et CZ a tweeté quoi? Généralement, lorsqu'on observe ce type de news et qu'on voit passer ce type de news, c'est généralement haussier pour le marché crypto. Donc est-ce qu'on est en train de buy the rumor, sell the news? Bon, je ne sais pas, en tout cas on est juste en train d'essayer de nous créer des émotions pour essayer de nous faire douter. Mais les marchés financiers, surtout des time frames, c'est du doute permanent. C'est pour ça qu'il faut être bien accroché émotionnellement. Mais généralement c'est haussier. Voilà. La cyclicité nous explique que c'est plutôt propice, si vous voulez, par rapport au marché financier, que ce soit les valeurs traditionnelles ou même cryptoactifs, le fameux magnifique printemps, si vous voulez. Donc est-ce qu'on peut éventuellement entrevoir une sortie positive, une dernière magnifique hausse, un nouveau flux, une reprise de flux acheteurs violents, etc. Ça devra être en fait catalysé. Et actuellement, je ne vois aucun catalyseur, encore moins sur mon indicateur phare, ce qu'ils appellent les options. Donc on avait un max paying price au fin mai, c'était une toute petite déception, je vous le témoigne bien évidemment par rapport à ce magnifique strike price, c'est 32 000 $, parce que c'est pas nouveau ces 32 000 $. Les 32 000 $, ils ne sont pas arrivés avant-hier. Ils sont arrivés il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois en arrière. Donc je me suis dit, on pourrait quand même essayer d'aller les arracher ces 32 000 $. En tout cas, tenter une accélération ou quelque chose. Bon, finalement, c'est pas du tout ce qui a été fait. Et puis on se retrouve sur le max paying price au 27 000 $. Maintenant, si on comprend ça, puisque finalement dans des fortes périodes, sur des faibles périodes de volatilité, généralement, on s'approche relativement aisément des max paying price. Et celui de juin prochain, il est actuellement à 24 000 $. Faut juste le constater. C'est tout. Après, vous avez des magnifiques strikes sur les 35 000, sur les 40 000, sur les 30 000, etc., etc. Donc je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir une reprise de volatilité. En tout cas, c'est quelque chose de toute manière que je ne suis pas en train de constater. Donc ce que je ne constate pas et ce que je ne vois pas, c'est pour moi extrêmement difficile à jouer. Donc ce qu'il faut donc jouer de façon rationnelle, c'est probablement les 23 000, 25 000 $ ici, finalement, si on devait être plus ou moins rationnel. Mais le risque-récompense n'est pas suffisamment bon peut-être par rapport au vendeur. Quoique, il faut quand même vous donner crédit. Pourquoi on vous donne crédit? Puisque si vous passez en daily, on avait tracé ça, et donc il y a un petit aide à prendre potentiel, juste là, par rapport à des vendeurs. Vous revenez sur votre petit oblique, on pourrait presque prendre les 27 000 $ par rapport par un petit déséquilibre. Donc si vous prenez en fait des stops par rapport en dessous de prix très psychologiques, très ronds, les 27 000, les 30 000, les 28 000, généralement si on prend des shorts, on est juste en dessous. Pour maximiser les chances d'être fil. Avec un stop relativement serré, on voit bien en fait que ça arrive pas à passer. On se remettait en 4 heures ici, ça passe pas. Jouons le fait que ça passe pas. C'est ça le but du jeu aussi des vendeurs à découvert, c'est que si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui vient vous aider, si vous avez une whales dans votre camp, profitez-en pour jouer avec elle, c'est toujours la même chose. Et ici on peut faire un truc assez intéressant sur un premier déséquilibre de marché. Donc pour moi un premier TP sera pris sur ce déséquilibre, donc entre les 25 000 et les 24 200 $, et puis on peut presque aller chercher le gap, juste là, au niveau des 20 500 $ pour un objectif peut-être final. Et c'est toujours la même chose. Puisque la structure de fond et la tendance de fond est haussière, vous restez haussier sur des time frames en weekly, d'accord, tant qu'on ne vient pas s'affranchir sous les 20 000 $. Donc vous restez en fait dans la tendance tout en prenant un short. C'est ce qu'on appelle aussi du contre-tendance. C'est aussi important de bien le signaler. Donc c'est le trading le plus difficile, généralement le moins rentable. Le plus rentable c'est le swing. Ce type de trading est très difficile à prendre, mais c'est pas injouable, si vous voulez. Et vous avez un magnifique risque-récompense de 8, ce qui vous donnerait quasiment un risque-récompense de 5 si vous prenez les TP partiels. 5 voire 6 en termes de risque-récompense. Je trouve ça plutôt intéressant à observer, donc ça peut être un peu plus, vous pouvez même aller chercher les invalidations, ça reste des risques-récompenses qui sont très intéressants, mais contre-tendance ici. En tout cas pour ma part, sur les time frames visés, c'est plutôt contre-tendance. Mais je sais que beaucoup le jouent, donc je préférais aussi vous donner crédit, bien évidemment, parce que je suis boule, que vous devez l'être, obligatoirement. Vous avez aussi des choses à jouer, mais ce type de choses, moi personnellement, sur des breakouts de trading, je ne les joue pas, et mettez pas des stops trop éloignés non plus, et ne rajoutez pas vos perdants, parce que si vous avez une réintégration, vous connaissez, c'est une bougie d'acceptation. Si vous avez réintégration, acceptation, l'objectif c'est de faire une sacrée accélération. Donc j'encadre toujours ce type de choses, et je vais d'ailleurs le jouer. Mais je le jouerai que quand je le constaterai. J'espère que je suis clair, parce que ça paraît simple à le dire, ça paraît simple dans la mécanique. En fait, c'est super difficile. C'est l'expérience, ici, qui doit prendre le pas. Et surtout pas prendre le pas sur votre émotionnel. C'est super important, ça. Pas d'émotion. Non, on n'est pas des robots non plus. Mais essayons réellement de respecter au moins nos conditions.
Sinon, tout notre plan de trading est mis à mal, tout simplement. Et on ne traite pas l'émotion. Encore moins la news, bien évidemment. On va reprendre quelques news. Donc voilà, la bonne news qui était passée, c'est par rapport à la Chine. On est très content de l'observer, donc ça devrait être incessamment sous peu. On avait parlé de début juin. Il y a une autre news. Hein, j'aimerais vraiment qu'on en parle. C'est pas forcément concernant les marchés, etc. Mais honnêtement, ça c'est une bombe, pour moi, une vraie bombe qui a été lancée. Alors je sais pas si c'est un FUD, un coup de la propagande X ou Y, etc. Hein, peu importe, hein, on pense ce qu'on veut. Mais grosso modo, tous les médias traditionnels, notamment français et européens, prennent des pincettes. En somme, c'est info ou intox. Volodymyr Zelensky a-t-il détourné de l'aide internationale pour s'acheter des villas de luxe? On parle de 3 villas de luxe achetées récemment par Volodymyr Zelensky. Pardon. J'espère franchement que c'est un gros FUD, ça. Je vous explique en fait ce qu'il y a derrière. Ok, on peut parler de corruption, l'Ukraine est un pays corrompu, ça va en fait ranimer les foules, etc. Restons factuels. Aujourd'hui, ce qu'il faut juste le comprendre, c'est toute la communauté occidentale est derrière Volodymyr Zelensky. Toute l'Europe s'est soudée derrière Volodymyr Zelensky. Donc ça mettrait à mal, sans commune mesure, la cohésion internationale et occidentale. Ça paraît peut-être insignifiant à l'échelle d'un pays. Ça paraît peut-être insignifiant à l'échelle d'une nation européenne, américaine. Ça paraît peut-être insignifiant à l'échelle d'une philosophie occidentale ou d'un système occidental. Mais en fait, c'est extrêmement grave. Parce que c'est typiquement le genre de choses qui peut réellement mettre à mal des resserrements d'amitié et de liens très forts au sein même de nos organisations européennes et de nos institutions européennes. En gros, je vois bien arriver les Hongrois pour dire « je vous l'avais dit, ça peut partir dans tous les sens ». Et ça, c'est pas très bon pour le marché, c'est pas très bon pour le business, soyez-en sûrs. Donc j'espère, et je sais pas comment ça va se finir cette histoire, mais je préfère en fait encore une fois ce type de news qui paraît peut-être insignifiante, et on va le voir aussi d'autres news qui peuvent paraître insignifiantes, qui pour moi sont des news très importantes. Tout simplement. Parce que les risques collatéraux sont très importants derrière. On parle ici de la crédibilité des États-Unis, on parle ici de la crédibilité des Européens. Qu'est-ce qui peut passer dans la tête d'un dirigeant pour faire un truc pareil? J'espère vraiment que c'est faux. Actuellement, on ne le sait pas. Info ou intox. Propagande, coup russe, tout ce que vous voulez, coup monté, on peut imaginer plein de choses. Ce qu'il faut juste essayer de regarder par rapport à ça et décortiquer par rapport à cette news-là, c'est comment l'opinion publique réagit vis-à-vis de ça. Et c'est franchement plutôt finement joué, si tout est truqué, pour faire switcher l'opinion publique. En tout cas, pour polariser l'opinion publique. Polariser. Je pense que c'est clairement ça le truc. On n'envoie pas de l'argent pour qu'ils se payent des villas. Donc, honnêtement, c'est à peu près le même niveau, si vous voulez, si on parle du marché crypto, de ce qui s'est passé avec Sam Bankman-Fried. C'est lunaire. Et là, ce qu'on est en train de lire, c'est lunaire. Parce que on commence par là. Après, peut-être qu'on va voir des Ferrari et des Lamborghini dans les garages. Hein. Vous voyez, vous pouvez imaginer le truc, quoi. Généralement, on sait où on met le pied, mais on ne sait pas trop jusqu'où le puits est enterré, quoi. Vous avez compris un peu l'idée. Donc, je resterai attentif à ce type de news parce que ça peut mettre à mal la cohésion internationale et toute la crédibilité européenne et notamment américaine, voire occidentale. Voilà, c'était super important de le rappeler. Bon, on va parler Ledger. Eh ouais, on va parler Ledger parce qu'il y a un truc qui est passé et je suis pas content. Et je vais vous dire pourquoi je suis pas content. Bien évidemment, quand vous en avez un qui est mis à mal, et ben vous avez l'autre qui va être mis à mal aussi. En tout cas, on essaye de... On n'est pas tous à tomber. Si on doit tomber, on tombera ensemble ou on tombera pas. Bon, faille sur les wallets crypto trésor. Une organisation, enfin une entreprise parvient à extraire une clé privée. Donc on a bien compris que pour extraire cette clé privée, il fallait quoi? Eh bien il fallait déjà des connaissances, il fallait aussi du matériel, et mieux encore, eh bien, il faut la clé. Jusqu'ici, tout va bien. Donc si vous détenez, si des personnes mal intentionnées ou plus ou moins mal intentionnées, en tout cas qui ont les compétences et l'expérience pour pouvoir réaliser ce type de choses, prouvent que c'est possible de récupérer votre seed et potentiellement passer des transactions sans votre consentement, s'il détient votre clé physiquement. Bon, apparemment,
c'est un fait, c'est parti, ça circule. Donc on ne peut techniquement plus faire confiance à ce type de truc. Si vous perdez votre clé privée, bah, vous avez un peu peur. C'est à peu près ça en fait qu'il faudrait comprendre. Aujourd'hui, on n'est qu'au début de rien. Bien évidemment, le niveau de hacking va toujours de pair avec le niveau de sécurité. Plus c'est difficile de hacker, plus le niveau de sécurité est haut, parce que ça coûte de plus en plus cher de hacker quelque chose qu'on ne sait pas vraiment. Voilà. Si vous perdez honnêtement une centaine d'atomes Cosmos et une centaine de Solana et 4 Ethereum, honnêtement, je pense que c'est un peu trop pour éventuellement, enfin le coût, si vous voulez, est peut-être trop important par rapport à la récompense. C'est toujours une question de risque-récompense. Hein. C'est toujours la même chose. Rien n'est inviolable, rien n'est infalsifiable. Jusqu'à preuve du contraire, c'est Bitcoin qu'on pense qui est plutôt comme ça, même si on connaît une faille qui s'appelle l'attaque 51. Je vais aller un petit peu plus loin parce que j'aimerais vraiment vous montrer ça, à quel point je ne suis pas content. Bon, la première chose, c'est ceci. Ledger suspend le déploiement du service Recover. Heureusement, j'ai envie de vous dire. Non mais sans déconner, j'espère qu'il n'a pas commandé les kakémonos et il n'a pas commandé une pub sur TF1. Enfin, ok. Et si c'est le cas, bah, ne la diffuse pas. Même si tu penses que tu perds ton argent, la diffuse pas. Hein, la pub, tant pis. Tes investisseurs ne t'en tiendront pas rigueur. Parce que là, pour le coup, ce serait presque de la nonchalance, j'ai envie de dire. Donc voilà, il suspend son service Recover, mal communiqué, mal informé, mal tout ce que vous voulez. Bon, ça, c'est une chose, c'est pas très grave, c'est presque logique et du bon sens. Par contre, il y a un truc que je suis pas content du tout. Bon, on va parler d'avoir la clé physique en sa possession et tutti quanti et tout ce que vous voulez. Bon, mais c'est pas tout. Ledger, le gouvernement pourrait accéder aux clés privées. C'est donc passé hier dans la soirée. Hein, c'est super important de le comprendre, puisque ça n'a pas beaucoup été relayé, mais il y a une petite phrase qui n'est pas clairement pas passée inaperçue par Pascal Gauthier. Honnêtement, je suis tombé de très haut. Je vais vous expliquer pourquoi, d'un point de vue philosophique et psychologique, à quel point cette petite phrase est dramatique. Je dis bien dramatique. La seule préoccupation est si un gouvernement nous assigne à comparaître au sujet d'un utilisateur en particulier et nous demande de lui fournir la cite phrase. Pascal Gauthier. Waouh. Depuis des années où on est derrière Ledger, il vient de nous révéler devant un journaliste que ce qui est pour nous l'impossible devient possible. Je vous ai fait une petite phrase et je vous avais dit quelque chose il y a encore quelques jours vis-à-vis de Ledger par rapport à leur nouveau service Recover. Je vous ai dit, nous ne sommes pas concernés. Pourquoi ? Parce que nous, on est plutôt d'accord d'avoir notre clé Ledger avec nos mots-clés et on est en pleine possession et en pleine responsabilité de notre propre clé. Or, il vient de nous expliquer que là, on est tous concernés. Que s'il venait à être assigné à comparaître par un gouvernement X ou Y, qui aurait décidé, peut-être comme les États-Unis, et honnêtement on n'y est peut-être pas si éloigné, comme quoi Bitcoin était le danger. Les Bitcoiners sont des parias. Les Bitcoiners sont des méchants. C'est toujours la même chose, hein. Entre droit et devoir, entre bien et mal, tout est une question de moralité. Qui définit la morale aujourd'hui sur cette planète ? Nos dirigeants. Eh oui, ce sont nos dirigeants et nos représentants qui définissent la morale. C'est clairement pas le peuple. Faut le comprendre. C'est toujours la même chose. Dès lors, ils viennent nous expliquer, le patron de Ledger, encore plus beau, hein. Le CEO de Ledger a qualifié cette situation de non préoccupante. Ok, non préoccupante. Ça, c'est formidable. Bon, en somme, si demain, un individu sur la planète qui détient une clé Ledger, son gouvernement décide que c'est un terroriste financier. Pourquoi pas ? Il peut donc aller voir Ledger, avec la clé privée qu'il leur a confisquée, et demander à Ledger, en l'ayant assigné, de récupérer sa seed, et donc de pouvoir réaliser des transactions à son insu, sans son consentement. Dès lors, ce qu'il faut comprendre dans cette phrase, c'est que ce que l'on croyait impossible devient maintenant possible. Alors oui, il faudra la clé privée, il faudra la clé physique, il faudra tout ce que vous voulez, ou pas. D'ailleurs, parce que avec Recovery, s'ils sont assignés, ils n'ont pas besoin de la clé physique en réalité. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Hein. Mais grosso modo, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qu'on pouvait penser
d'un point de vue philosophique, comme quoi Ledger est un petit peu différent, finalement, de tout ce qu'on pouvait comprendre, voir finalement d'autres entreprises plutôt centralisées. Que finalement, Ledger s'est vu révélé comme le bras armé des gouvernements. Or, quel est le public de Ledger? Qui sont les clients de Ledger? Hormis des maximalistes, bitcoiners, anarchistes, tout ce que vous voulez, anti-système, comment on dit ça j'ai plus le mot exact, complotistes, tout ce que vous voulez, conspirationnistes, voilà, c'est ça les clients en fait de Ledger. C'est qu'à un moment donné, au fond de nous, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on croit, tout ce qu'on pense, tout ce que vous voulez, et ben il y a une toute petite voix derrière nous qui dit ok, ce serait quand même peut-être pas trop mal que pour une fois sur cette planète, et ben il y a les grands sachants et les faiseurs de ce système et de ce monde qui n'aient peut-être pas accès à ce type de propriété. Or Ledger vient de dire, ils ont accès. Il faut qu'on soit assigné. On n'est pas en dehors de la loi. Et ce qu'on pensait impossible devient possible. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est le feu, c'est Ledger. Après qu'ils le disent avec un calme plat, qu'ils nous expliquent avec une voix suave, comme quoi c'est non préoccupant, qu'il arrive à rassurer ces nouveaux investisseurs qui, il y a encore quelques semaines en arrière, a enlevé 100 millions de dollars sur une quasi-licorne française. Je crois que c'est passé en licorne, ça y est, française au niveau des ledgers. Qui nous explique que toute cette situation est non préoccupante, mais c'est son boulot. Eh oui. Ça sert à quoi un CEO? Ça sert à prendre 3 décisions dans l'année, généralement les meilleures qui transforment l'entreprise dans les 10 prochaines années, et de faire des relations publiques. Eh oui. Donc si on le voit paniquer à la télé, honnêtement, c'est pas un bon CEO. C'est pas un bon leader. C'est pas un bon meneur. Et évidemment. On ne veut pas une goutte de stress ou une goutte de sueur sur son front. C'est clairement pas ce qu'on veut observer. Par contre, je pense qu'au SAV, ça doit un petit peu partir dans tous les sens. Et au niveau des colis, ça doit un petit peu parler entre les cartons. Qui sont très probablement actuellement et à l'heure actuelle, peut-être moins influents. Moins nombreux. C'est normal. Donc j'ai hâte de voir la situation et l'évolution de cette situation vis-à-vis de Ledger. Est-ce qu'ils vont ou pas prendre un virage à 180 degrés? Et j'ai presque envie de dire qu'ils se sont mis dans un bourbier que personne probablement ne voulait s'y mettre. C'est choisi entre la philosophie même de la surdécentralisation et tutti quanti par rapport à gouvernement, le système. Peut-être qu'on a cru à un moment donné, peut-être pensé dans cette belle entreprise que, sans pour autant être anti-système, si vous voulez, mais pouvait en fait essayer de hacker un peu le système, de profiter d'une espèce de faille, finalement, qui pouvait être prise par généralement des pure players, des start-upers, etc., comme Ledger ont pu l'être, et par rapport à sa taille et à ses responsabilités maintenant, se met au pas. Et ce qu'on pensait éventuellement être impossible, ou en tout cas ce qu'on s'est peut-être persuadé que ça pouvait être impossible, finalement l'est complètement. En somme, à la question, sommes-nous réellement protégés de toutes les attaques informatiques et gouvernementales, institutionnelles, vis-à-vis de Ledger si on détient une clé Ledger? La réponse est non. Et je pense que cette question, si on se la posait il y a encore un mois en arrière, on pouvait peut-être encore penser oui. Voire croire oui. Et c'est en ça que je suis tout simplement pas content. Je pense pas qu'il faille choisir un camp entre les bitcoiners maximalistes, anarchistes, etc., ou publics, un peu nous finalement, qui ont... vous savez, on est sur un marché qui est tellement complexe et tellement difficile qu'en fait, je vous le dis très souvent, il n'y a pas de place au doute. En parlant de doute, il y a eu un petit feuille qui est passé, c'était ici. Transaction bloquée, rumeur d'arrestation qui passe mal au niveau de multi-chain. Vous savez, quand on essaye de lancer quand on lance une attaque ou quelque chose comme ça, généralement, vous avez un point critique informatique, on est sur les technologies blockchain, et vous avez tout de suite une news qui doit arriver. C'est exactement ce qu'on a eu, donc c'est toujours la même chose, ne soyez jamais surpris par rapport à ça. Donc vous avez un fait, le fait c'est qu'il y a des transactions qui n'arrivent pas à destination, ça commence à prendre de l'ampleur, et dans la foulée, vous avez généralement des personnes très mal intentionnées qui balancent du FUD.
Voilà. Et en parallèle, même si c'est pas confirmé, vous avez des membres de l'équipe du protocole qui auraient été arrêtés en Chine avec des vidéos qui tournent, etc. Ça, c'est vraiment des personnes mal intentionnées qui veulent profiter, si vous voulez, et accentuer les baisses parce qu'ils sont all-in short, si vous voulez, sur le protocole multi-chain qui a d'ailleurs perdu 25% hier. Et ce qu'ils veulent, c'est ne pas se faire exploser de leur short. Et ils ont besoin de vendeurs, évidemment, pour pouvoir prendre leur profit. Donc c'est toujours la même chose, c'est toujours la même mécanique, c'est moche, hein, d'accord, mais c'est presque pas considéré comme du délit d'initié. Bah oui. Qui a balancé la rumeur, pas la rumeur, ça a été relayé, pas relayé, avant d'être décortiqué hein, pour les technologies blockchain, qu'est-ce qu'on en a à cirer, surtout le gouvernement, et encore moins le gouvernement américain. Donc c'est toujours un petit peu la même chose, si vous voulez, par rapport à cette mécanique de FUD. On n'a pas de place au doute sur ce marché crypto. Le moindre doute est tout de suite sanctionné. Tout de suite. Et ça a pu, bien évidemment, faire un petit peu vaciller au niveau de Bitcoin. Bon, maintenant, on n'a pas perdu les lots, on n'a pas eu une tige de liquidation sans précédent. Je vous le dis et je le redis, ce qui s'est passé hier par rapport au moins 10%, c'est par rapport à la chute de Silicon Valley Bank. C'est quand même autre chose qu'un petit hacking sur un protocole de multi-chain qui est aux alentours des 1,2 milliards de dollars. Ça va, hein. Silicon Valley Bank, on parle de 300 milliards de dollars au niveau des actifs, quand même pas rien, c'est 300 fois plus. On part du principe que c'est quand même des choses importantes. Donc oui, on en aura encore des vertes et des pas mûres. Ça ne veut pas dire que si Bitcoin baisse, bah c'est de la faute à Phantom. C'est pas vrai. Ou c'est de la faute à Multichain. C'est pas vrai. C'est terminé. Maintenant qu'on la constate, et qu'elle a déjà plus de 10 minutes d'existence, ça n'a plus d'impact réel sur le marché. Ça ne peut plus avoir d'impact réel sur le marché. D'ailleurs, on l'a vu vis-à-vis de Phantom. Ils ont tweeté 3 trucs comme bah, nous, tout fonctionne bien de notre côté. Bah hop, ça a perdu 8% et c'était revenu au niveau des clôtures. Donc c'est très bien. C'est impossible de jouer nul, je vous le dis, je vous le rappelle, c'est super important à bien le comprendre. Voilà, donc vous avez pas mal de petites informations par rapport à ça. Si vous voulez aller un peu plus loin dans multi-chain par rapport à ces rumeurs, par rapport à un hack, par rapport à tout ce que vous voulez actuellement, c'est pas les premiers, ce sera pas les derniers, on va en vivre encore des centaines, mais si ça n'a pas d'impact significatif dans les 10 ou 15 premières minutes par rapport à la première news qui est passée, alors pour moi c'est un non-lieu, je ne perds pas de temps avec ça. Sauf si je suis engagé, hein. Si j'ai je sais pas moi, 50 000 € là-dessus, ok, bien évidemment, prenez le temps d'aller voir quand même ce qui s'y passe pour pas se retrouver bloqué. Mais ça n'a pas d'impact sur l'ensemble du marché, c'est exactement le message que je voulais vous témoigner. Voilà, donc j'espère que tout va aller bien dans le bien des mondes pour Ledger. Ok, je vous partage une forme de... On peut presque appeler ça une forme de frustration passagère, si vous voulez. J'espère qu'ils vont s'en sortir parce que pour une fois qu'on avait quand même une belle boîte française sur les technologies blockchain qui était avec le vent en poupe, qui était en train de truster le marché, avec leader sur son marché. Enfin, franchement, quoi. C'est un non-événement, non préoccupant, mais sans déconner. Le fais pas à l'interview, Pascal. N'y va pas. N'y va pas à ton interview. C'est pas ce qu'on veut entendre. On veut pas de doute. Voilà. S'il y a le moindre doute, le moindre risque, on veut pas l'entendre. Ne le dis pas. Je préfère qu'on ne le dise tout simplement pas. Voilà pour ça. Mais ce qui a été dit n'est plus à dire. Et ben, on fera avec, bien évidemment. On parle juste très rapidement au niveau des minutes de la Fed. Donc, c'était passé hier à 20h. Il y a eu un petit décrochage au niveau des marchés financiers. Décrochage, oui. On est revenu où? Ben, on est revenu sur les lows, enfin sur les bottoms. Voilà. En tout cas, sur les résistances. Voilà, on est pile venu clôturer. Enfin, honnêtement, on peut pas faire mieux de ces 4114 points. On va s'en souvenir longtemps parce que je crois qu'on a été les premiers à en parler de ces 4114 points par rapport à des clôtures. Enfin, c'est impressionnant le nombre de clôtures qu'il y a eu sur ces 1414 points. Dès lors, actuellement, bah, c'est pas grave. Hein, tout va bien, c'est pas alarmant, on est parti faire un petit peu de liquidité, on peut imaginer qu'on est parti chercher des stop vendeurs, etc. Oh oui, jusqu'à preuve du contraire, c'est possible. Bon, on est juste en train de faire un petit retraitement par rapport à une forme d'incertitude. Donc, je ne suis pas ultra méga bullish, hein. Vous connaissez mon scénario par rapport à l'année du réel, etc. Et puis, on parle de l'année du réel 2023 et on est déjà à la moitié de l'année du réel 2023. Le temps passe si vite, vous y conviendrez. Est-ce que ça peut éventuellement avoir un impact par rapport au FOMC? En fait, le seul truc qui est revenu vis-à-vis de ces minutes de la Fed, c'est ceci, que je vous ai mis en bleu. Dans les semaines qui suivent, l'édition de M. Powell a toutefois indiqué que l'inflation restait trop chaud pour exclure une hausse le mois prochain. Bon, donc d'abord, grosso modo, est-ce qu'on va rehausser? En fait, il ne s'exclut rien encore une fois. L'impact cumulatif des hausses des taux affecte jusqu'à présent et le potentiel de la crise bancaire à resserrer les normes de prêt devrait être pris en compte dans les futures décisions relatives aux taux d'intérêt, etc. L'inflation est bien supérieure à l'objectif de la Fed, a déclaré M. Powell lors d'une conférence de recherche de la Fed du 19 mai, mais il a ajouté que les décideurs politiques n'ont pris aucune décision qu'à une éventuelle hausse des taux lors de la prochaine réunion, donc ce sera le 14 juin prochain. En somme, ça veut dire quoi cette phrase-là? Ça veut dire incertitude.
On ne sait pas. Voilà. Et le marché, qu'est-ce qu'il aime pas? Bah, il aime pas l'incertitude, le marché. Tout simplement. Donc, ils vont définir en quoi leur augmentation, si oui ou non, il y a une augmentation de 0,25 points. On est à peu près sûr qu'il y aura une augmentation maximale de 0,25 points. Je ne crois pas qu'on se retape du 0,50 ou du 0,75 points de base. Mais grosso modo, est-ce qu'on est sur le pivot? Enfin, est-ce qu'on est sur le plateau? Est-ce qu'on est sur le terminal rate? Oui, non. Pour l'instant, la question c'est, on ne sait pas. Donc, incertitude. Et qu'est-ce que le marché n'aime pas? L'incertitude. Et quand il y a de l'incertitude, qu'est-ce que le marché fait? Il gagne du temps. Voilà ce que le marché fait, généralement il gagne du temps et donc on revient sur les neutralités. On ne peut pas faire mieux. Vous avez donc deux ranges. D'ailleurs, si vous prenez Bitcoin inversé, bah on est à peu près comme Bitcoin ici, mais plutôt à la baisse. Vous avez une borne haute, une borne basse, et on est parti chercher la neutralité parfaite. On revient sur le consensus. Là où il y a le plus gros taux de volume. Est-ce qu'on va repartir to the moon, etc. Rien ne l'indique. Peut-être que Bitcoin peut faire ses trucs de Bitcoin et partir plus 20% parce qu'il y a un Asiatique milliardaire qui va prendre pour 4 milliards de Bitcoin. J'en ai pas l'ombre d'idée. C'est pas complètement impossible, mais encore une fois, c'est difficile à jouer. Hein. Vous y conviendrez, évidemment. Mais pour l'instant, on est dans le flou, donc dans l'incertitude, et on attendra donc au doigt mouillé, finalement, quelles seront les prochaines décisions politiques de la Fed, puisque jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, rien n'est décidé. Juste une petite chose quand même à observer, c'est ça. On continue au Truflation au niveau de se dégrader. On se dégrade vite, peut-être un tout petit peu trop vite, et logiquement, dans un trimestre ou deux, on devrait arriver aux alentours des 2% par rapport au CPI, mais cette fois-ci au niveau du taux de la Fed. Donc on sera très vigilant par rapport à ça, puisque si on voit en fait une augmentation, une hausse finalement, un retour de la hausse par rapport à Truflation, ça fera un petit peu comme une moyenne mobile finalement par rapport au terminal rate, ici, enfin au CPI ou CPE Core. D'ailleurs, CPE Core vendredi, on sera très vigilant hors produits alimentaires et hors énergie. Intéressant de l'observer, donc ce sera demain après-midi. La seule chose qu'on peut quand même constater maintenant par rapport à cette forme d'incertitude, il pourrait presque avoir marqué 50-50. Vous voyez, hier c'était encore 87, je crois, ou 80%, et juste après les minutes de la Fed, en tout cas le compte-rendu du FOMC, c'est passé à 70-30. Il y aurait marqué 60-40 ou 50-50, ça aurait été finalement pareil. Incertitude. Donc on ne sait pas, vous voyez, 50-50, 50-50, 50-50, c'est à peu près du 50-50. Je pense que le CPE Core nous donnerait une première visibilité, et puis le marché, j'espère, le pricera correctement, puisque toutes les divergences par rapport au consensus vis-à-vis de la politique de la Fed sera encore aujourd'hui au cœur de l'actualité, et probablement avoir un impact sur le marché. J'ai pas plus de choses à vous dire. J'espère que je vous ai aidé. La seule chose qu'on peut peut-être constater, c'est au niveau du sentiment. À Wall Street, on est plutôt repassé bullish. C'est pas exactement ce qu'on voulait voir, et en fait, ça confirme tout simplement ce qu'on avait vu en début de semaine. Je vous avais dit, mais pourquoi vous me demandez de faire des actions, etc. Oui, effectivement, on a eu les breakouts à Wall Street, on a eu les petits breakouts, en tout cas une attaque haussière, une poursuite haussière par rapport au Nasdaq. Et effectivement, on est vite repassé bullish. Oui, il y a encore 15 jours en arrière, on était à peu près à 35, je crois, 31, 35, 36. Et on est passé à 60% plutôt bullish par rapport au sentiment. Donc on est passé nettement long, si vous voulez, sur Wall Street. Et c'est généralement dans cette période-là qu'il va falloir commencer à prendre des profits. Alors, je ne dis pas les prendre maintenant, tout de suite, on vend tout et puis on rachètera plus bas, ça n'existe pas. C'est juste de dire qu'on peut quand même pousser de façon assez franche et assez forte au niveau du sentiment. Il faut un sentiment haussier pour que ça monte. Il faut bien comprendre ça. Il faut que tout se passe, qu'on soit potentiellement sorti d'affaire, d'un point de vue sentiment, pour le public. C'est ça, vraiment, le truc qu'il faut bien comprendre. Ce qu'on veut pas voir, c'est Goldman Sachs, c'est bullish. Ça, on s'en fout de voir Goldman Sachs, JP Morgan bullish. Rien à cirer. Nous, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que le particulier a suffisamment de résilience, de réassurance, pour voir un avenir prospère, pour pouvoir dépenser son argent dans les produits Apple, dans les produits Tesla, dans les produits ce que vous voulez, informatique, services, biens immobiliers, moi j'en sais rien, suffisamment confiant, et que ça profite, évidemment, au marché financier, parce que ou voir acheter des actions et des crypto-monnaies, c'est un peu le but, mais il faut que le sentiment soit bon. On ne pose pas des tops lorsque le sentiment est bear. Ça n'existe pas. On pose des bottoms quand le sentiment est bear, et on pose des tops quand le sentiment est euphorique. Et actuellement, on est une forme de neutralité, peut-être un tout petit léger optimiste, qui permet en fait de chasser quelques acheteurs un tout petit peu agressifs, dont j'ai fait partie il y a encore quelques heures en arrière ou quelques jours en arrière. J'attendrai le prochain train personnellement, mais je n'exclus pas ce retour d'optimisme pour que les institutionnels ou la smart money puissent prendre leurs profits. Prendre des profits ici, pour ma part, le sentiment est trop neutre par rapport au marché crypto, etc. Je pense pas que ce soit le top.
Je pense qu'on devra aller plus haut pour aller déjà liquider des shorts en attente, shorts en attente, shorts en attente. Il y a même des personnes qui partagent des targets à 54 000 $. Oui, il y a aussi des liquidations à 54 000 $, 52 000 $ à aller chercher. Je pense que ici, on mettra tout le monde d'accord. Mettez une bougie de 80% sur nos alcools préférés et une bougie de 30% sur Bitcoin. À mon avis, ça va peut-être un petit peu aiguiser la curiosité des Asiatiques pour dire « Oh, on a le droit de prendre des petits ETF Bitcoin, c'est peut-être le bon moment. » Pourquoi ? Parce que ça monte. Le particulier n'achète pas quand ça baisse. Le public achète quand ça monte. Aujourd'hui, vous pouvez aller voir votre meilleur ami, votre cousin, votre frère, qui vous voulez, votre beau-frère, votre belle-sœur. C'est maintenant qu'il faut acheter du Bitcoin parce qu'on est sous les 28 000 $ dans une zone de rechargement éco. Il va te dire non, ça se casse la gueule. Par contre, quand Bitcoin sera à 50 000 $ et qu'on vous expliquera sur TF1, sur France 2, quelle est cette remontada de l'espoir au niveau du Bitcoin par rapport à la crainte du système bancaire avec des taux et proches du pivot de la Fed et que vous voyez Bitcoin qui est aux alentours des 50 000 $ et que le truc il a pris 240%, là c'est ton cousin qui va revenir te voir ou ta belle-sœur ou ton beau-frère ou ton machin pour dire comment on achète du Bitcoin. Eh oui. La préconisation que je vous fais, qui n'est absolument pas un conseil d'investissement, vendez-leur vos cryptos. Ciao.